Alors, on va démarrer tout de suite, comme ça on essaiera de finir à l'heure, voire un petit peu en avance, pour permettre à ceux qui prennent le métro d'avoir la dernière rame de la soirée, si cela est possible. Et donc, j'essaierai moi aussi de modérer correctement les intervenants pour respecter un temps de débat à l'issue de cette séance. Alors, avant de commencer, je crois que c'est l'une des premières manifestations de l'année à l'IRIS. Donc, j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne et très belle année 2020 avec c'est très certainement beaucoup de débats géopolitiques. En tout cas, à l'IRIS, c'est notre objectif et notre ambition, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'année parce que ça veut dire qu'il va se passer beaucoup de choses et peut-être pas toujours très positives, mais ainsi va la vie. Donc, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Christophe Bertozzi, qui est directeur du Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, Julia Pasquale, journaliste au Monde, Catherine Vittel de Vanden, directrice de recherche émérite au CNRS. Et je vous prie d'excuser Gaëtan Gorce, qui lui n'a pas pu prendre ni la première ni la dernière rame de métro, qui n'a pas pu venir. Il avait des engagements ailleurs sur Paris et il avait des difficultés à se déplacer. Donc nous sommes ici ce soir pour évoquer la question de la géopolitique des migrations. Et cette soirée aurait dû être un petit peu plus tôt, mais encore une fois, les aléas des grèves et des difficultés de transport nous ont obligés à la décaler au mois de janvier. Nous sommes ici pour lancer et discuter d'un certain nombre de thèmes qui sont largement détaillés et évoqués par Catherine Vittel de Vanden dans le dernier opus ou l'un des derniers opus de notre collection géopolitique des migrations aux éditions Erol. Vous pouvez, si le sujet vous intéresse et si vous n'avez pas déjà cet ouvrage, vous pourrez l'acquérir à la sortie de cette conférence ou peut-être l'avez-vous déjà fait en arrivant. Donc je cède tout de suite la parole à Catherine pour nous expliquer un petit peu pourquoi cet ouvrage et quelles sont les grandes thématiques évoquées. Je suis heureuse de retourner ici. J'interviens de temps en temps à l'IRIS, donc c'est pour moi l'occasion de parler de ce livre, effectivement, qui est récent, puisqu'il est sorti en octobre 2019. Enfin, l'histoire un peu de ce livre, c'est la poursuite d'un certain nombre de thématiques qui font l'objet de petits ouvrages dirigés par Pascal Boniface, ici. Et j'avais fait un petit livre, un peu plus petit que celui-là, qui s'appelait L'immigration. Et l'éditeur m'a demandé non seulement de le réactualiser, mais de le restructurer complètement avec des thèmes nouveaux qui n'étaient pas dans la petite version que j'avais déjà faite en 2016, pour que ça entre dans sa collection, si j'ose dire, géopolitique des migrations. Il y en a d'autres qui sont sortis, ce qu'on évoquait tout à l'heure en aparté, géopolitique des États-Unis, géopolitique de la Russie, vous les trouverez, je pense, sur la table, géopolitique du Moyen-Orient, du Daesh. Donc, ça commence à faire collection, si j'ose dire, et celui-ci vient compléter tous ceux qui sont déjà sortis. Alors, en fait, j'ai pas beaucoup de mérite, si j'ose dire, dans le plan que j'ai fait, parce qu'il a été un peu imposé par l'éditeur. Il faut qu'il y ait 40 fiches, donc c'est assez précis, avec des obligations quant à la taille des textes encore plus précises, avec un texte, plus des cartes ou des graphiques, plus un focus sur un sujet qui concerne chacun des thèmes et une petite rubrique à retenir. Donc c'est une dimension très pédagogique et ce livre s'adresse aussi bien au grand public qu'à des professeurs de classe prépa ou de classe terminale et aux étudiants, bien sûr, qui travaillent sur le sujet. Alors en fait, j'ai découpé le livre en 4 parties. La première, j'ai essayé de montrer la dimension longue du phénomène migratoire, que j'appelle un phénomène enraciné dans l'histoire, en montrant que c'est pas aujourd'hui, c'est pas nouveau. Le phénomène migratoire, non seulement il a toujours existé, mais la migration de masse, elle s'est produite surtout dès la fin du 19e siècle pour se retrouver aujourd'hui dans un autre contexte, puisqu'à l'époque, on avait surtout le droit d'entrée, mais difficilement le droit de sortie, alors qu'aujourd'hui, on a à peu près partout dans le monde, sauf quelques exceptions, une grande difficulté
à entrer, mais on a un droit de sortie presque généralisé. Donc la logique migratoire s'est complètement inversée, toujours dans un phénomène de globalisation qui était celui déjà du 19e siècle. Et ensuite, je montre les découpages, effectivement, les défis et les conflits. Et là, on entre en plein dans la géopolitique, puisque la migration, c'est le fruit de toute une série d'interdépendances du monde, ce qui est le cœur de la géopolitique. Essayer de montrer les liens qu'il y a entre les espaces, le temps, les liens qui construisent une thématique. Et j'insiste sur les grandes contradictions qui sont autour des migrations, mais aussi des politiques migratoires, notamment l'affaiblissement de l'État-nation dans un contexte de relations de plus en plus transnationales, d'acteurs qui cherchent à transgresser les frontières. Également, les transformations, je pense que Christophe, dont c'est la spécialité, nous en parlera, les transformations du contenu de la citoyenneté et même de ses liens avec la nationalité. Également, les thématiques qui fâchent, la question des violences urbaines, le débat qui est une sorte de passion française sur l'intégration, qui ne fonctionne pas si mal que beaucoup le croient, les morts aux frontières en Méditerranée, la crise de l'accueil des réfugiés, etc. Tous ces points sont abordés dans leur dimension contradictoire, parce que souvent l'éthique vient croiser le sécuritaire, ou l'économique vient croiser le sécuritaire, et les politiques elles-mêmes renforcent ces contradictions. Dans une troisième partie, je montre la dimension régionalisée du phénomène. On est dans une migration à la fois mondialisée, mais de plus en plus régionale. Dans toutes les régions du monde, il y a plus de migrants qui viennent de la même région que celle qu'ils ont quittée, que de gens qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est nouveau, parce qu'au XIXe siècle, du temps des migrations blanches, comme disent certains historiens, notamment Philippe Rigiel, en fait, les Européens sont allés à peu près partout dans le monde, et il y avait beaucoup de migrants qui venaient d'ailleurs que de la région concernés. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La plupart des migrants en Amérique du Sud viennent d'Amérique du Sud. En Amérique du Nord, les Mexicains sont la première migration aux États-Unis. En Europe, la rive sud de la Méditerranée, qui est quand même dans un espace régional euro-méditerranéen, est également importante. En Russie, l'essentiel vient de l'ex-URSS, etc. Et on pourrait étendre cette comparaison à presque toutes les régions du monde. Donc j'essaye de montrer cette dynamique migratoire régionalisée. Et puis, dans la dernière partie, qui est également très géopolitique, je montre les perspectives globales du phénomène, notamment par rapport aux tendances de la population, puisque la migration ne peut pas être dissociée des thématiques démographiques, les questions de l'urbanisation également globale. L'urbanisation accélère la mobilité, des thématiques comme le climat accélère aussi les déplacés environnementaux, également les transferts de fonds qui sont l'une des raisons des migrations, câblent, si j'ose dire, les régions de départ aux régions d'accueil. L'exode des cerveaux, qui est un sujet assez différent de celui des autres migrants, puisqu'il est souvent encouragé par les pays d'accueil. Une diplomatie des migrations qui est née à travers la sécurisation à distance des frontières, mais aussi toute une série de politiques de soft diplomatie, comme on dit, autour des migrants, aussi bien d'ailleurs de la part des pays de départ que de la part des pays d'accueil. Et puis, comment les pays du Sud, eux-mêmes confrontés aux migrations, sont sommés ou parfois sur le terrain sont obligés d'expérimenter eux-mêmes des politiques migratoires, alors que c'était surtout des pays de départ précédemment. Et puis également la logique complexe entre la migration et le développement et l'amorce de cette fameuse gouvernance globale des migrations. Donc voilà ce que j'ai essayé de traiter dans ce livre, sans oublier, comme l'a dit tout à l'heure Sylvie Matelli, des petits sujets, mais très importants aujourd'hui en termes sociaux. La question des femmes, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la moitié des migrants internationaux sont des femmes, les mineurs isolés non accompagnés, les apatrides, etc. Toutes ces catégories sont bien sûr évoquées dans le livre, toujours dans cette dimension géopolitique, en montrant les interdépendances, les facteurs structurels qui sont la cause très souvent de ces mobilités qui font qu'elles ne s'arrêteront pas
quelles que soient les politiques publiques définies pour les dissuader. Parfait, merci beaucoup. Je vais peut-être céder pour réagir à vos propos ou pour compléter la parole à Christophe Bertozzi. Christophe Bertozzi, vous avez, comme Catherine l'a rappelé, beaucoup travaillé sur la question de la citoyenneté. Qu'est-ce qui se joue justement dans les migrations autour de la citoyenneté, de la nationalité? Pour vous répondre, et donc aussi pour répondre à la question que vous nous posez ce soir, quelle géopolitique des migrations, je pense qu'il faut partir d'un constat qui est assez brutal, qui est celui d'un blocage complet de la réflexion politique dans les pays du Nord, que ce soit dans le contexte européen, que ce soit aux États-Unis. Et une espèce de glacis dès lors qu'on parle de questions de migration et en contraste assez frappant avec la façon dont, au fond, les pays du Sud sont en train de porter un agenda de globalisation et de gouvernance mondiale des migrations pour faire face à une situation où, Catherine le disait, ils ne sont plus simplement des pays de départ, mais ils sont tout à la fois des pays de départ, des pays de transit, mais aussi des pays de destination. Je pense au Maroc, je pense au Mexique. Donc, quelle géopolitique des migrations c'est une question qui pose celle, au fond, de pourquoi est-ce que le Nord, et je pense particulièrement à l'Union européenne, est arrivé à ce niveau de blocage qu'on a pu mesurer pendant la soi-disant, ce qu'on appelle habituellement la crise migratoire de 2015, qui est plus une crise de l'accueil ou une crise de l'Union européenne qu'une crise migratoire. Alors pourquoi ça? Je crois que pour la discussion sur ce sujet, il y a deux éléments qui viennent se télescoper au fond et que je voudrais souligner pour la discussion qu'on aura après, en lien avec ce que Catherine vient de dire. Le premier élément, je crois qu'il y a une difficulté dans la façon dont on construit la migration comme un objet des politiques migratoires nationales, mais aussi européennes, une difficulté à appréhender la réalité, les réelles dynamiques, les logiques qui sont à l'œuvre dans les migrations internationales. Et Catherine vient de le rappeler, il y a une dimension qui est très, 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 très importante, qui est celle de la régionalisation des migrations internationales. Or, l'essentiel du débat public et politique aujourd'hui, dans les pays du Nord, est construit la migration en faisant des pays du Nord, et en particulier l'Europe, comme le centre de la destination des migrations internationales. Et les politiques migratoires qui en ressortent ont pour objectif affiché, affirmé, réclamé, au fond, faire face à cet afflux de migrants internationaux qui viennent de toutes parts, y compris au sud, par la Méditerranée, pour essayer de juguler ce qu'on appelle la pression migratoire. Voilà. L'objectif donc, à partir de cette perception que l'Europe serait le centre international et la destination préférée des migrants dans le monde, a pour résultat cette construction des objectifs des politiques migratoires. Le fait est que la réalité, Catherine vient de le dire, est très différente. C'est-à-dire que l'Europe, pour reprendre le sujet européen, n'est pas le centre de destination des migrations internationales. Elle est un espace de migration parmi d'autres. Elle est une région de mouvement parmi d'autres. Elle cohabite dans le monde avec d'autres régions où circulent des gens qui ont plutôt tendance à rester dans leur région plutôt que venir d'emprunter les routes internationales. Donc ce n'est pas une Europe qui serait sous l'afflux de migrants internationaux qui rencontrent vraiment des dynamiques migration internationale, c'est la juxtaposition de régions dans lesquelles les gens circulent. Et évidemment, entre ces régions-là, vous avez des interactions qui sont plus ou moins complexes. Je prends l'exemple de l'Afrique subsaharienne. 7 migrants subsahariens sur 10 restent sur le continent africain. Donc l'Afrique, qu'on nous décrit à être un réservoir immense d'émigration vers l'Europe, est au fond une région très peu connectée aux migrations internationales. Et l'essentiel
de la mobilité humaine sur le continent africain, dans la région subsaharienne, circulent dans l'espace régional subsaharien. Vous voyez là le contraste, c'est-à-dire qu'on a construit la question de migration et le lien de l'Afrique, la place de l'Afrique dans les migrations vers l'Europe comme le problème de l'arrivée en permanence qu'il faudrait empêcher de migrants qu'on appelle migrants irréguliers, alors que la réalité suggérerait plutôt d'organiser la mobilité régionale en faisant en sorte, par exemple, que les politiques européennes qui organisent Schengen et le contrôle des frontières extérieures ne viennent pas perturber les mobilités de ces autres régions qui sont en mouvement. Or, là, on voit une contradiction, c'est qu'en ayant pour objectif d'interrompre les mobilités qu'on imagine venir en afflux massif vers l'Europe, on vient perturber des migrations et des circulations qui sont régionales en Afrique, en externalisant de plus en plus le contrôle des frontières européennes, par exemple en Libye, puis au Niger, etc. Donc nos politiques migratoires ont pour résultat, au lieu d'articuler de manière adéquate la mobilité dans ces espaces régionalisés de migration, viennent perturber cela et on crée de fait les effets qu'on essaye, qu'on dit vouloir éviter avec nos politiques. On crée la frontière méditerranéenne qui est aujourd'hui la frontière la plus meurtrière dans le monde. Et on lance sur des routes migratoires vers la Libye des gens qui n'avaient pour vocation finalement que d'être dans une mobilité régionale entre le Niger, le Mali, etc. Donc il y a là une contradiction qui crée les effets contre lesquels les politiques migratoires sont censées réagir et offrir une solution. Et la contradiction, elle est difficile à dépasser. Donc ça, c'est le premier phénomène, à mon avis, de hiatus entre ce que sont les migrations aujourd'hui et la façon dont le débat public et la réflexion politique construit l'objet migratoire comme un objet des politiques d'immigration. Le deuxième élément qui me paraît très important et qui vient télescoper en fait cette inaptitude du logiciel utilisé par les politiques pour faire des politiques migratoires, c'est, en tout cas dans le contexte européen, mais on peut en parler aussi pour les États-Unis, l'évolution très rapide et brutale des identités politiques. C'est ce qu'on appelle habituellement le populisme, qui porte des discours identitaires très exclusifs, très restrictifs, qui font de l'immigration et de l'identité une question très polarisante, très, très sensible du débat public. Et qui explique beaucoup ce qui s'est passé en 2015 dans la panne des Européens sur l'accueil et la distribution des réfugiés relocalisés. On a l'habitude donc de dire, bon, c'est le populisme qui explique la difficulté des opinions publiques et donc des responsables politiques européens ou états-uniens à faire face à l'organisation correcte de l'accueil des migrants ou des réfugiés dans le monde. Et on le fait en expliquant qu'il y aurait une espèce de contradiction ou d'opposition normale entre le camp des progressistes et le camp des identitaires. Vous l'entendez en France aussi dans le discours d'Emmanuel Macron, qui veut incarner en Europe notamment le camp des progressistes contre le camp de Viktor Orban ou des pays de Visegrad et de leur gouvernement qui seraient dans une réaction très identitaire à la question du multiculturalisme et des migrations. Et je crois que envisager la question du populisme aujourd'hui en Europe sur cette articulation entre progressisme et identitaire est assez ambiguë, assez ambivalente. Pourquoi ? La notion de progrès a connu, dans le débat politique, sur cette question d'immigration et du multiculturalisme, un retournement assez important en moins de 15 ans. La question de l'accueil des migrants, de la tolérance à l'égard des migrants, de l'intégration des migrants, d'une société ouverte et d'une inclusion normale, sociale, économique, humaine et culturelle aux migrants, a longtemps été posée du côté du camp des progressistes. Depuis le début des années 2000, au nom des valeurs progressistes, on a vu émerger un autre type de discours qui, je vais prendre l'exemple des Pays-Bas pour essayer de prendre un peu de distance par rapport au débat français, qui, par exemple, a fait de la question des sexualités une question très importante du débat et sur le multiculturalisme et sur l'identité nationale. Aux Pays-Bas, depuis 15 ans,
un débat sur les valeurs qui fondent l'identité nationale néerlandaise, a promu l'idée d'une tradition politique nationale néerlandaise de tolérance à l'égard de toutes les formes de sexualité, y compris à l'égard des minorités sexuelles. C'est assez ironique dans la mesure où cette tolérance à l'égard des minorités sexuelles est assez récente dans l'histoire contemporaine néerlandaise. Elle date de milieu des années 60, voire des années 70. Et la lecture a posteriori, à rebours d'une histoire univoque des Pays-Bas, qui serait une terre de tolérance depuis Spinoza jusqu'à aujourd'hui, avec comme exemple cette question de tolérance à l'homosexualité, aux minorités sexuelles, bien sûr, montre un autre visage. L'usage de cette question des minorités sexuelles, pourquoi il vient croiser en débat sur les questions de migration et de multiculturalisme? Parce que ça vient nourrir en fait le discours de gens comme Geert Wilders aux Pays-Bas, qui explique que l'enjeu aujourd'hui de la tolérance et du progressisme, c'est de défendre les valeurs de progrès qui sont dans la tradition nationale des Pays-Bas ou dans la tradition politique des pays européens, fondée sur le progrès. Des valeurs que ne pourront jamais partager les nouveaux migrants en raison de leur appartenance à une religion, à une culture. L'islam est toujours là à l'horizon un petit peu du débat. Et donc, au nom des valeurs de progrès et donc de l'urgence d'avoir dans la tradition nationale et de la définition de l'identité nationale la notion de tolérance et de protection des minorités sexuelles, au nom du progrès, on appelle à l'intolérance à l'égard d'autres groupes minorisés par ce débat, en l'occurrence les musulmans, en disant que, au nom de nos valeurs, ils ne pourront jamais devenir comme nous, parce que vu d'où ils viennent et compte tenu des valeurs qu'ils portent, leur appartenance à l'islam, ils ne pourront jamais embrasser le progressisme qui est le cœur de l'identité nationale. J'ai parlé des Pays-Bas, de la question des minorités sexuelles et de l'islam. C'est assez intéressant de faire un parallèle avec la façon dont, en France par exemple, la question du genre et de l'égalité homme-femme est utilisée dans le débat. Le résultat de tout cela, c'est qu'au nom du progrès, on a des gens qui en appellent à l'intolérance à l'égard de certains segments des sociétés nationales. Ou pour le dire autrement, traditionnellement, la tolérance a toujours fait partie du camp des progressistes. Aujourd'hui, les identitaires, pour reprendre la dichotomie, peuvent en appeler à l'intolérance au nom des valeurs de progrès. Et je crois que là, on a quand même un retournement qui est très très profond. On n'est pas simplement dans un moment de réaction, de résistance, où dans les faits, je sais que certains analystes ont expliqué que le nativisme et le populisme en Europe seraient la conséquence de l'arrivée des migrants et des réfugiés en 2015. Je crois que c'est tout à fait faux, et c'est plutôt l'inverse qu'il faut poser dans les relations de cause à effet. On est dans une Europe, et les États-Unis c'est la même chose, qui ne peut plus penser l'inclusion et l'exclusion de la même manière. Donc d'une part, on a une difficulté en Europe et aux États-Unis à penser le fonctionnement structurel des migrations et la place des sociétés nationales dans les migrations internationales. Et de l'autre côté, on a, pour le dire rapidement, une prise en otage de cette réflexion par une sensibilité accrue des opinions publiques autour d'une évolution de la réflexion politique sur ce que veut dire une société de l'inclusion et au nom de quoi il faut exclure certains et pas d'autres. Pour résumer, je crois qu'on est dans une panne qui tient à non pas le fait que la Méditerranée est aujourd'hui la frontière la plus meurtrière dans le monde, mais plutôt dans le fait qu'aucun principe de justice, aucun principe d'organisation de la cité ne peut aujourd'hui justifier pourquoi les Européens vivent dans un espace qu'ils partagent avec le prix, avec le coût qui correspond à cette Méditerranée qui est un cimetière de migrants. Le problème n'est pas tant dans le fait qu'on n'a pas d'argument pour justifier la dangerosité qu'on a créée dans l'espace méditerranéen pour en faire une frontière meurtrière. Le problème, de mon point de vue, c'est que personne ne demande à justifier cela au nom d'un principe de justice. C'est-à-dire que ça fait guère débat
et on peut arriver très facilement à avoir des discussions sur l'avenir des politiques européennes de migration et d'asile, à évoquer, en passant le nombre, les milliers de décès aux frontières européennes qui sont la conséquence de l'efficacité ou de l'inefficacité plutôt des politiques européennes, sans avoir un grand débat urgent et nécessaire et démocratique sur le coût pour la démocratie et pour les valeurs fondatrices du projet européen que ça représente. Et je crois que c'est en fait cela que vous posez dans votre question, quelle géopolitique des migrations. Merci beaucoup. Julia Pasquale, vous suivez la question des migrations et surtout des migrants en Europe pour le journal Le Monde. Quelle réaction vous suscitent les 2 premières interventions par rapport à cette actualité que vous suivez au quotidien? Non, je dirais tout simplement que ça fait écho à beaucoup de situations très concrètes qu'on peut croiser en reportage. Ça me fait penser donc à un tas de choses, mais notamment récemment, j'étais en Bosnie-Herzégovine, à la frontière avec la Croatie, où actuellement il y a, on va dire, la route dite des Balkans qui s'est déportée depuis à peu près 2 ans à cet endroit, et où on voit à l'œuvre justement les politiques européennes que vous avez évoquées et décrites. Je pense notamment à l'espace Schengen que veut intégrer la Croatie, et pour montrer qu'elle en est digne, doit bloquer ou montrer l'étanchéité de sa frontière, et donc on voit un durcissement à cet endroit, et cette zone en Bosnie qui devient un cul-de-sac pour les personnes migrantes qui continuent d'essayer de traverser au péril de leur vie, puisqu'il y a des personnes qui évidemment sont très fréquemment, quotidiennement blessées, et qui dénoncent d'ailleurs à cette occasion la violence de la police croate, et qui disparaissent aussi parce que c'est une zone un petit peu montagneuse et actuellement assez froide. Voilà, ça m'évoque aussi, ça m'évoque des endroits, en fait. Je pense notamment à la zone calaisienne, ou près de Dunkerque aussi, qui incarne un peu la frontière avec l'Angleterre, où on a vu en 2019, par exemple, les premiers morts, entre guillemets, en Manche, des 4 personnes qui sont décédées en essayant de rejoindre l'Angleterre en utilisant à bord de petits bateaux. C'est-à-dire ce qu'on avait l'habitude de voir en nombre important, et bien plus important toujours, en Méditerranée. Maintenant, on le voit apparaître entre l'Angleterre et la France. Et donc c'est le phénomène qu'on a appelé celui des small boats. Et parmi les 4 personnes décédées, il y a même une personne qui avait carrément essayé de traverser à la nage en s'équipant de bouteilles de plastique vides pour essayer de flotter. Donc voilà, ça m'évoque ces situations, on va dire, très concrètes. Et puis ça me fait penser aussi peut-être au bilan qu'on peut faire 5 ans après ce qu'on a appelé la crise migratoire. C'est-à-dire, est-ce que l'Europe est davantage préparée aujourd'hui à ce genre de situation, qui est une augmentation, on va dire, des flux d'arrivée, qu'on a pu connaître en 2014, 2015, qui après très vite s'est réduite. Et finalement, j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'on n'est pas bien davantage préparé à l'appréhension de ces phénomènes-là. En tout cas, si on en croit le blocage qu'il y a aujourd'hui autour du règlement de Dublin, autour de la gestion des personnes qui sont débarquées des bateaux de sauvetage en Méditerranée. Si on en croit ce qui se passe en Libye également. Et bon, du coup, c'est un constat assez sombre, il faut le dire. Merci. Justement, dans votre ouvrage, Catherine, vous rappelez que l'Europe avait une tradition de solidarité. C'est la région, pour ne pas rester franco-centré, des droits de l'homme. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui, ou qu'est-ce qui s'est joué dans la crise migratoire européenne? Et je vous poserai peut-être la question à tous les 3, parce que je pense que vous avez tous les 3 des visions complémentaires de ce sujet-là. Qu'est-ce qui s'est
joué dans cette crise migratoire en Europe? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Et peut-être quel bilan et quels enseignements nous pouvons en tirer? Merci beaucoup. Alors en fait, ce qui s'est joué dans cette crise, c'est la mise en cause des valeurs des Européens, puisqu'il ne faut pas oublier que la solidarité, c'est un principe qui est inscrit dans le traité constitutionnel européen de Lisbonne de 2007, que la diversité fait partie de l'identité de l'Europe. Elle avait été célébrée en 2008. La lutte contre les discriminations, le droit d'asile, qui est un principe qui fait partie de toutes les constitutions des pays européens, y compris des nouveaux entrants. Et on a vu que toutes ces valeurs volaient fortement en éclats avec la crise de 2015, avec la crise de l'accueil des réfugiés, plus que de la crise des réfugiés. Et en fait, ce qui s'est joué, c'est deux types de crises. Une crise de solidarité entre les pays européens, mais aussi une crise de confiance entre les États et Bruxelles. Donc ça, c'est grave, si j'ose dire, parce qu'une sorte de désaffection à l'égard du système européen dont les pays font partie au nom de la protection de leur propre État-nation et de ses frontières. Donc on est dans une période de souverainisation très forte des États face à la question migratoire, alors que dans beaucoup d'autres domaines, on est dans un libéralisme économique que certains décrivent parfois comme effréné, ce qui peut paraître contradictoire. Donc déjà, il y avait des prémices, si j'ose dire, de ce phénomène, puisque les accords de Dublin II, ce qu'on appelle Dublin II dans le jargon européen, 2004, c'est le One Stop, One Shop. C'est là où vous avez mis le pied pour la première fois en Europe que vous devez automatiquement, comme demandeur d'asile, être traité comme demandeur d'asile. Ce système ne fonctionne absolument pas. Mais il a été mis en place à la demande d'un certain nombre de pays européens qui avaient reçu beaucoup de réfugiés après la chute du rideau de fer, comme l'Allemagne, l'Autriche, la Suède, en disant finalement, nous, on a accueilli beaucoup. Maintenant, c'est les pays du sud de l'Europe qui ont signé la Convention de Genève, mais qui n'ont pas beaucoup de réfugiés, qui vont faire le travail. Et on est dans cette logique qui ne fonctionne pas, parce que la plupart des gens qui arrivent dans des pays pas très riches de l'Europe, parfois même pauvres, ne restent pas nécessairement dans ces pays parce qu'ils n'ont pas de liens migratoires familiaux ou de perspectives de travail. Donc ça ne fonctionne pas, mais on ne change rien, parce que si les questions migratoires sont gérées, et ça fait partie des crises de l'Europe, à l'unanimité. En 1997, dans le traité d'Amsterdam, on est passé de ce qu'on appelle le troisième pilier au premier pilier, justice et affaires intérieures. Et les questions migratoires sont dedans. Et pour qu'on change quoi que ce soit, il faut qu'il y ait l'unanimité. Imaginez, dans le contexte actuel de diffusion des idées très populistes sur ce sujet, comment on peut faire passer des réformes, dont Dublin II, qui serait indispensable, à l'unanimité. Donc ça, c'est un énorme problème. Deuxième crise de solidarité, donc ça, c'était plutôt une solidarité nord-sud en crise, la solidarité Est-Ouest, puisque ce qu'on a vu après la crise de 2015, c'est le refus des pays de l'Est d'appliquer les partages du fardeau, comme on dit, le burden sharing, qui était demandé par Bruxelles de façon obligatoire par M. Juncker, en disant, en fonction de votre population et votre richesse, vous devez accueillir tant de réfugiés. L'Allemagne a dépassé de loin ses quotas, puisqu'elle a eu 1 million de demandeurs d'asile environ en 2015, mais les autres pays doivent respecter des chiffres, et certains, comme la France, ont reçu beaucoup moins que ce qui était annoncé, mais ils ont accepté le principe des chiffres proposés par Bruxelles, et d'autres ont dit carrément non. La Hongrie, la République tchèque, la Pologne, etc. Et donc, l'Europe a été très fragile. Et c'est là qu'on voit que c'est la crise, parce que certains ont dit il faut les taxer, si j'ose dire, 250 000 euros par personne non prise sur leur territoire comme demandeurs d'asile. Rien n'a été fait. D'autres ont dit faut leur couper une partie des fonds structurels européens, parce qu'ils ne peuvent pas être que bénéficiaires, il faut aussi qu'ils accomplissent des devoirs de solidarité en Europe. Rien ne s'est passé en la matière. Donc là, c'est inquiétant, parce que ça montre la fragilité de l'Europe. Et cette fragilité, on l'a vu encore plus avec la crise de solidarité entre les États européens à l'égard de Bruxelles. C'est-à-dire qu'on a laissé Bruxelles toute seule énoncer ses principes, et les pays, finalement, avaient très peu de confiance dans cette politique de partage
en disant ça va nous amener pas seulement des réfugiés, mais aussi des terroristes. En fait, il y a eu très peu de terroristes qui sont entrés à travers l'accueil des réfugiés en 2015. Ça a montré combien les pays étaient repliés sur leurs frontières, sur leur identité nationale, sur une confiance plus grande qu'ils faisaient à la souveraineté des États qu'à la capacité de Bruxelles de gérer la question. Donc ça a été une crise de valeurs aussi, puisque toutes les valeurs des droits de l'homme étaient en cause et elles étaient très souvent battues par les pratiques auxquelles on a assisté. Peut-être ajouter une crise de mémoire aussi. Bien sûr. Si la Convention de Genève établit un régime de protection des réfugiés dans le monde, c'est aussi lié à l'histoire européenne des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le gouvernement Orban a fait plusieurs campagnes d'affichage de panneaux dans les rues et sur les routes de Hongrie pour essayer d'intimider les migrants qui passaient par là en disant qu'en Hongrie, on respecte telle et telle valeur, on respecte la loi et le code de la route, que des comportements sont inadmissibles, ces panneaux n'étaient pas rédigés ni en anglais, ni en syrien, ni dans une autre langue que les migrants qui passaient par là pouvaient lire. Ils étaient rédigés en hongrois. Donc on voit bien à quel point est-ce que cette question de la migration n'est pas un débat ou une polémique sur le sujet de la migration ou sur le sujet de l'asile, c'est un débat à destination des opinions publiques nationales. C'est un débat de surenchère dans des pays où, pour reprendre l'exemple hongrois, on a voulu promouvoir dans l'espace européen le principe de démocratie libérale. Je veux dire, c'est quand même beaucoup de couleuvres à avaler pour des gens qui ont accompagné le processus d'intégration européenne et qui ont un peu de mémoire, que d'imaginer possible qu'un État membre qui appartienne à l'ensemble européen puisse promouvoir quelque chose comme la démocratie libérale. De la même manière, le gouvernement Orban a eu une politique systématique de harcèlement et de restriction des droits vis-à-vis des associations de la société civile, vis-à-vis d'universités. Vous savez que l'Université d'Europe centrale a dû déménager, et un harcèlement des acteurs de la fondation Open Society, gérée par George Soros. Et ce n'est pas un hasard si on a pu imaginer à un moment donné que Soros était à la fois l'ennemi numéro 1 de Viktor Orban dans le dialogue qu'il avait avec son opinion publique, et de la même manière, Trump aux États-Unis prenait aussi à partie Soros et les activités de l'Open Society Foundation en disant que c'était les promoteurs d'un ordre libéral qui vendait les frontières nationales à des intérêts au détriment des classes populaires blanches travailleuses. Et c'est un peu l'essentiel de l'électorat d'un président Trump aujourd'hui. Donc, crise de la mémoire, je crois, on a oublié notre histoire. 56, qui est un grand moment quand même de l'histoire hongroise, n'a pas été du tout un élément qui a été mobilisé ni par les Hongrois ni par les Européens. Et une crise du projet européen sur la longue durée, enfin. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez tous des débats qu'on pouvait avoir sur la construction européenne au milieu des années 90, un peu avant, même 92-93, dans la perspective de Maastricht, de la construction d'une citoyenneté européenne, etc. Tous les débats qui imaginaient que le projet européen allait découpler, vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, la nationalité de la citoyenneté, qu'on allait inventer en Europe par le projet inédit de l'intégration européenne, une autre manière de faire de la citoyenneté, de définir une appartenance qui ne soit plus liée à l'identité nationale, mais qui soit vraiment liée à un projet politique. Et ce projet politique, c'était les critères de Copenhague, c'était l'état de droit, la démocratie, etc. Et on a une énorme littérature à l'époque qui pensait que il y avait deux choses qui cheminaient en parallèle, la construction européenne d'un projet post-national, supranational, et de l'autre côté,
une circulation de plus en plus intense des populations humaines qui inventaient par la migration des formes transnationales d'appartenance. L'idée étant que plus les gens allaient bouger, plus les sociétés allaient s'ouvrir, plus les sociétés allaient donner des droits, plus on allait vers des sociétés de l'inclusion et du mouvement. Bon, l'histoire a donné tort à ce scénario. Il y a eu plusieurs étapes pour cela. Et je crois qu'il y a une convergence aujourd'hui de toutes ces crises-là et qu'il faut voir la question de la crise migratoire, ou plutôt de la crise de la réflexion autour de l'objet migratoire, comme un élément, un symptôme d'une crise beaucoup plus large, qui est celle de la démocratie représentative, libérale, de l'état de droit, dans un moment particulier de globalisation économique, d'une part, et d'évolution géopolitique très rapide, qui provincialise en gros les Européens et les États-Unis, avec la montée en puissance peut-être d'un autre centre mondial. Et tout ça vient perturber beaucoup d'éléments. Donc la migration, à mon avis, n'est qu'un des éléments de ce débat. Et en revanche, c'est un élément qui souffre le plus, peut-être, de ces évolutions récentes en géopolitique. On reviendra peut-être sur ces questions tout à l'heure, parce que c'est vraiment ces paradoxes ou ces contradictions en fait de notre monde global sont très intéressants à l'aune de la question des migrations et de la géopolitique des migrations. Mais peut-être avant ça, Julia, quels enseignements vous tirez-vous de cette crise migratoire ? Alors, moi, je l'ai prise en cours de route, voire dans sa toute fin, mais c'est intéressant parce que on parle de crise de l'accueil comme un des enseignements finalement qu'on peut faire a posteriori, dire il y a eu une crise autour de la façon dont on a réussi ou pas à accueillir ces personnes, ces centaines de milliers de personnes. Et j'ai le sentiment qu'il y a aussi que cette crise de l'accueil, elle est d'une certaine manière devant nous encore, parce que on a actuellement des flux qui sont d'entrée en Europe, d'après ce qu'on en sait, en tout cas par les instruments de mesure, Frontex, Organisation internationale de l'immigration, donc des flux qui sont aujourd'hui très réduits. Mais ça cache une réalité. Il y a actuellement 900 000 personnes en Europe qui ont une demande d'asile en cours. Une partie en Allemagne, une partie en France, etc. Enfin, un peu partout en Europe. 900 000 personnes, c'est un chiffre assez important. Dans l'absolu, pas en valeur relative, mais surtout si on considère qu'en moyenne, en Europe, à peu près un tiers d'entre elles obtiendront une protection internationale à travers l'asile ou une protection subsidiaire. Ce qui fait qu'il y a 2 tiers de ces personnes qui risquent qui a priori ne vont pas obtenir cette protection-là et qui vont, si on en croit les mouvements qu'on peut observer depuis quelques années, se déplacer dans un autre pays, un pays voisin, pour redéposer une demande d'asile, bien que le règlement de Dublin les en empêche en théorie, mais on sait qu'aujourd'hui en France, 1/3 des demandeurs d'asile sont dublinés, c'est-à-dire pour la plupart ont déjà déposé une demande en Allemagne qui a été rejetée ou ont été enregistrés, c'est moins souvent le cas, ont été enregistrés dans un pays comme l'Italie, la Grèce, voire l'Espagne. Et donc ces personnes-là, quand elles déposent leur demande d'asile, peut-être que tout le monde est très familier du système Dublin déjà, mais juste en 2 mots, ces personnes-là, on va leur dire non, vous ne pouvez pas demander l'asile en France, vous devez attendre, vous devez repartir dans le pays qui est responsable de votre demande. Ces personnes-là vont du coup se retrouver dans une sorte d'errance le temps que cette procédure Dublin devienne caduque, au bout de 6 à 18 mois. Et donc on sait qu'on a des personnes qui sont en errance pendant des mois, voire des années. Quand on va par exemple porte de la Chapelle, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça le sera à nouveau dans quelques temps, porte d'Aubervilliers, porte de la Villette, on croise des gens qui viennent d'arriver en France, ou en tout cas depuis peu, et parlent allemand, suédois, danois. On se rend compte qu'elles sont là depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire plus pour certaines. Et je trouve que ça interroge beaucoup justement cette capacité d'accueil des États européens, et à une échelle peut-être très individuelle, mais qu'est-ce que deviennent ces personnes-là après tant de temps d'errance, même d'un point de vue de leur équilibre psychologique, de leur santé mentale. Qu'est-ce que ça fait de rebondir d'un pays à un autre
et de ne pas trouver un endroit où finalement commencer à construire un parcours d'intégration. Et je pense que cette question-là, elle est encore pour beaucoup devant nous, et elle est c'est pas une question simple. Et voilà, et je trouve que ça pose aussi la question, mais là je vais peut-être un peu plus loin, de la régularisation aussi, de quelle forme de séjour on autorisera ou pas pour ces personnes-là qui, vraisemblablement, ne relèvent pas d'une protection internationale pour une partie, en tout cas, non négligeable. Et cette question-là, on ne l'aborde pas pour des raisons politiques évidentes. En tout cas, c'est tabou en France, ça l'est ailleurs. Et je trouve que c'est une impasse qui risque d'être de plus en plus importante à l'avenir. Oui, sur la question de la crise de 2015 comme une crise de l'accueil. En fait, les Européens ont accueilli. Ça a été une crise de l'accueil au niveau des États. Derrière les discours très forts qu'on a entendus de refus d'arrivée de ces réfugiés pour telle et telle raison de sécurité, raison d'ampleur du mouvement, raison de pays d'origine, raison de religion d'appartenance, etc., en contradiction en fait avec tous ces discours, on a vu des initiatives locales portés par des acteurs de la société civile, parfois par de simples citoyens, se mobiliser, y compris en Hongrie d'ailleurs, et aider, organiser l'accueil, faire en sorte que ça soit vivable pour les familles, etc. Et je crois que là, on a vraiment un autre type de décalage, sans doute en Europe, entre le niveau de la décision politique nationale vis-à-vis de Bruxelles et du projet européen et du cadre légal normal des politiques migratoires en Europe, cette contradiction, ce refus des États membres de jouer les principes qui, normalement, devraient s'imposer à eux. Mais de l'autre côté, en redescendant, on a aussi un autre niveau de hiatus ou de contradiction avec des sociétés qui ne sont pas du tout dans le refus de ces populations-là. Alors, bien sûr, on a toute une partie, un segment de ces populations qui sont particulièrement... qui font du bruit. Celles qui refusent de la manière la plus visible cette présence-là. Mais on a aussi, et de même importance, des segments entiers des populations européennes qui organisent l'accueil. On a fait, il y a quelque temps, une étude sur, concrètement, ça se passe comment dans les petites et moyennes villes de province en France. Et on a vu que... il y avait de nouveaux bénévoles qui se mobilisaient pour l'accueil dans des petits villages, que avant que les gens qui quittaient Calais et qui étaient réinstallés dans les différents espaces du territoire français métropolitain, dans les villages ou dans les petites villes, il pouvait y avoir l'appréhension de comment ça va se passer, qui y sont, etc. Mais que dès lors qu'ils étaient arrivés, il y avait des réseaux très efficaces qui se mettaient en place avec des associations, mais aussi avec de simples bénévoles en lien avec les services des préfectures ou des municipalités, des écoles, etc. Et du coup, que ça a organisé très concrètement l'accès au logement, l'accès à l'emploi, l'accès à de la formation, y compris à la langue française, et que dans tout ça, tout ce qui se passait bien, le problème était l'accès à la mobilité, du coup la reconnaissance du permis de conduire et l'obtention d'un véhicule. Et là, on est vraiment sur d'autres types de problématiques qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on peut par ailleurs voir au niveau du débat public et médiatique. Donc là, je crois que c'est une autre couche aussi. On a une crise de l'accueil parce que on a une production très forte de débats, de discours politiques et publics qui en font un problème. Et en même temps, il y a beaucoup de ressources et d'initiatives des acteurs de la société civile sous contrainte. Hein, c'est très difficile pour eux. Vous parliez tout à l'heure de Calais. On pourrait aussi évoquer le Briançonnais et la région de Nice, qui sont vraiment sous pression parce qu'ils essayent simplement de faire en sorte que leur région, leur localité, leur territoire puissent être aussi des territoires normaux d'accueil des gens qui y passent. Alors, ce que vous venez d'expliquer me rappelle une petite anecdote vécue à l'IRIS. Nous organisons chaque année, vous le savez probablement tous, les géopolitiques de Nantes, à Nantes. Et je me souviens en 2015 ou 2016, la maire de Nantes qui annonce dans l'amphi, lors de l'ouverture des géopolitiques, qu'elle va accueillir un certain nombre de migrants, quelques milliers de migrants à Nantes, et leur offrir des conditions décentes d'accueil
l'accueil. Et là, grand étonnement, dans le contexte du débat politique extrêmement figé en France et très, très négatif par rapport à l'accueil, les personnes présentes dans la salle applaudissent massivement. Et c'est vrai que ça rejoint totalement ce que vous disiez. Moi, je voulais juste revenir, peut-être que pour avoir des explications, sur un petit graphique qui m'a interpellée à la lecture des géopolitiques, de cet ouvrage de géopolitique. C'est le graphique qui est page 87 pour ceux qui auraient l'ouvrage dans les mains, où sur le total des demandes d'asile et des protections accordées entre 2015 et 2017 par pays en pourcentage de la population nationale. On a parlé tout à l'heure de cette opposition entre les progressistes et des courants politiques plus nationalistes. Et puis on voit dans ce graphique que c'est la Hongrie qui, en pourcentage de sa population, a accueilli le plus de demandeurs d'asile, ou a accordé le plus de demandes d'asile et de protection. Pourquoi ? Il faut bien distinguer la demande d'asile, qui est la candidature, et puis la reconnaissance de statut de réfugié. Il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits malgré la crise dont on a parlé pour la reconnaissance du statut de réfugié, compte tenu de la situation dramatique dans l'ensemble des pays européens, des gens qui arrivaient du Proche-Orient, syriens, irakiens, afghans, etc. Et donc, on a eu une moyenne de reconnaissance qui était autour de 50% pour les pays européens. La France étant un peu au-dessous, il y a eu des progrès faits parce qu'il y a 15 ans, il ne faut pas oublier qu'il y avait 25% de gens, tout recours confondu, qui obtenaient l'asile. Maintenant, on en est à 42-43%. Donc, il y a un progrès pour quelques nationalités qui ne prennent pas toujours en compte peut-être suffisamment le profil des personnes, mais la nationalité. Les Syriens ont été assez facilement reconnus comme demandeurs d'asile. La Hongrie a eu beaucoup de passages, donc il y a eu beaucoup de demandeurs qui sont entrés et qui ont été enregistrés en Hongrie, mais très peu. Quasiment zéro, ou peut-être 1 ou 2% ont obtenu le statut. Donc, en fait, effectivement, la Hongrie étant sur le passage de ce qu'on appelle la route des Balkans, puisque les gens arrivaient en Grèce, ensuite ils remontaient par la Serbie et ensuite ils entraient en Hongrie, a reçu beaucoup de gens qui sont entrés par cette voie pour essayer de passer vers l'Autriche et d'autres pays européens, l'Allemagne, notamment pour les Syriens, mais beaucoup de demandes enregistrées, mais très très peu de reconnaissance du statut de réfugié, effectivement. Vous vouliez réagir ? Oui, non, je pense que ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, mais même si c'est évident quand on se réfère aux chiffres, que la France n'a pas tant accueilli que ça, et c'est d'autant plus étonnant quand on entend aujourd'hui le discours politique qui rappelle qu'on est en passe de dépasser l'Allemagne et de devenir le premier pays en Europe à accueillir des demandeurs d'asile. En réalité, il y a une augmentation de la demande d'asile en France qui est passée à 120 000 demandes en 2018, qui sera certainement autour de 130 000 demandes en 2019, quand les chiffres seront arrêtés. Donc il y a eu une augmentation un peu sensible, mais qui en fait est très récente. C'est-à-dire qu'on a, même si évidemment ce sont des évidences, mais je pense que c'est pas inutile de les rappeler. On a vécu entre guillemets l'augmentation des flux avec un effet retard, puisque tout simplement les personnes ne sont pas arrivées en France, mais majoritairement se sont dirigées vers d'autres pays comme l'Allemagne par exemple. Et donc voilà, donc la France a vu sa demande d'asile augmenter par une sorte d'effet retard, de phénomène de rebond de personnes qui n'avaient pas obtenu l'asile ailleurs et qui arrivaient en France pour tenter leur chance une seconde fois, entre guillemets. Et donc, on a cette augmentation de la demande d'asile, mais qui reste quand même assez faible si on compare les valeurs absolues qu'a connues l'Allemagne, par exemple. Je crois que la France n'a pas respecté ses engagements européens, justement, en la matière. Alors, en termes de relocalisation, mais c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que quand les quotas de relocalisation ont été établis, mais ils ont été respectés par, je crois, quasiment aucun pays. Et elle ne les a pas respectés parce qu'elle n'a pas reçu les personnes. Oui. C'est-à-dire que la Commission européenne demandait 33 000 personnes pour la France à accueillir comme demandeurs d'asile, en plus de ce qu'elle accueille annuellement, si j'ose dire, qui était constitué essentiellement par les gens du Proche-Orient et notamment les Syriens. Mais en réalité, très peu
se sont présentés en France. C'est pas parce qu'elle a pas, c'est pas parce qu'elle a fermé sa frontière à la demande d'asile, c'est parce qu'il y a eu peu de candidats dans ce qu'on a appelé l'afflux de 2015 qui ont voulu venir en France. C'était plutôt une deuxième destination parce que la plupart soit connaissaient des Turcs qui étaient en Allemagne et voulaient aller en Allemagne, ou alors qui étaient déjà en Grèce, ou qui étaient déjà en Suède, parce que la Suède a accueilli beaucoup de personnes du Proche et du Moyen-Orient depuis maintenant une trentaine d'années. Et donc les gens vont là où ils ont de la famille, là où ils ont des liens, là où ils considèrent qu'ils vont trouver du travail. Et puis d'autres voulaient aller en Angleterre, notamment pour les Afghans, les Irakiens, mais pas en France. Donc en fait, dans cette crise-là, mais ce n'est pas le cas de toutes les crises, c'est pas la France qui a reçu l'essentiel des flux parce qu'il y avait peu de réseaux migratoires construits par les migrants nouveaux arrivés, réfugiés, avec la France, tout simplement. Vous parliez au tout début, en introduction, du basculement qui s'est fait entre les migrations historiques, où il était plus compliqué de sortir du pays que d'entrer dans un pays, et aujourd'hui l'inverse, où on sort assez facilement de quasiment tous les pays du monde, mais où il est beaucoup plus difficile d'accéder et d'entrer dans un pays de par la politique des visas et la multiplication des pays qui exigent des visas. Vous évoquez également dans votre ouvrage la question de ce paradoxe libéral d'un monde qui s'est ouvert économiquement, où les flux commerciaux, les flux financiers circulent quasiment librement sur l'ensemble de la planète, et à l'inverse, en parallèle, les flux migratoires sont beaucoup plus contraints et beaucoup plus compliqués. Et on parlait tout à l'heure de ce paradoxe, on en parlait indirectement avec cette remise en cause de la démocratie qui est, me semble-t-il, le pendant politique de la libéralisation économique. Et on évoque très souvent également, quand on parle aujourd'hui de politique migratoire, on rajoute très souvent la question sécuritaire, les politiques migratoires sécuritaires. Est-ce que les migrations constituent un risque, constituent une menace, un danger? On a l'impression parfois qu'elles sont aujourd'hui perçues comme ça, à peu près partout dans le monde. La politique sécuritaire est liée en Europe au fait que la migration, elle est gérée par des gens qui s'occupent du sécuritaire. Justice des affaires intérieures à Bruxelles, ce sont essentiellement des commissaires qui ont été parfois d'anciens ministres de la Défense, qui a été le cas par exemple pour le commissaire grec qui est parti avec l'ancienne commission. Et ceux qui gèrent ces questions, c'est des policiers, si j'ose dire, puisqu'on est dans la sécurité. Donc c'est assez logique que la question soit envisagée sous l'angle de la menace, du risque que constitue l'affranchissement des frontières, de la nécessité de traquer ceux qui transgressent précisément les frontières. C'est comme ça que sont envisagées les migrations aujourd'hui, alors que dans le passé, effectivement, on était dans une sorte de plus grande adéquation entre la logique du libéralisme économique et de l'ouverture des frontières aux migrants. On était plus cohérent par rapport à ce que certains ont dénoncé comme une approche très capitalistique des migrations. Et je suis en débat avec un de mes collègues américains que connaît aussi Christophe, qui s'appelle James Holyfield, qui est professeur de sciences politiques aux États-Unis sur les thématiques migratoires, et qui a fait un livre sur ce qu'il appelle le paradoxe libéral. Comment se fait-il que des pays ultra-libéraux économiquement soient aussi sécuritaires autour de leurs frontières? Voilà la question qu'il pose. Alors, il le démontre pour les États-Unis, et c'est particulièrement vrai aujourd'hui, mais il veut essayer d'étendre son paradigme, comme on dit chez les universitaires, au reste du monde, avec toute une série de cas de figure. Et moi, je lui dis souvent qu'aujourd'hui, ce paradoxe-là, c'est vrai que le paradoxe sécurité-libéralisme est très fort, mais le paradoxe, il est encore plus grand aujourd'hui dans le débat actuel qui a été évoqué entre les valeurs éthiques qui sont celles de l'Europe et l'ultra-sécuritaire. Parce que le libéralisme économique, qui était très important pour le 19e siècle et jusqu'aux années 60-70, on ne l'entend plus. C'est-à-dire le discours des employeurs qui disent « nous, on veut plus de migration », il existe, mais il est inaudible dans le débat actuel. On entend très peu le MEDEF, les très grosses entreprises qui ont besoin de migration, essayer de réagir aux politiques de fermeture des frontières
qui sont celles des pays européens. Alors que dans les années 60, si je relis un certain nombre d'auteurs de cette période, le patronat était très puissant pour définir les politiques migratoires. Il allait au ministère des Affaires sociales pour discuter avec ceux qui définissaient les politiques de titre de séjour, titre de travail. Et dans l'entre-deux-guerres, c'était même le patronat qui gérait l'ensemble de la politique migratoire. Ce n'était pas l'État. Donc en fait, on a régressé, si j'ose dire, par rapport à cet affrontement libéralisme économique et poids sur la politique migratoire, poids sur les frontières, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus que dans une sorte de sécuritaire qui s'oppose à l'éthique des droits de l'homme. Et c'est ça qui a créé ce qu'on appelle le délit de solidarité, qui a été un élément très important, très intéressant pour l'évolution de la société en France, mais aussi en Italie. On a eu plusieurs délits de solidarité. Le plus connu, c'est l'affaire Cédric Héroux, un agriculteur qui accueillait des sans-papiers africains qui avaient traversé la frontière italo-française et qui a été condamné en première instance et en deuxième instance, même jusqu'à la Cour de cassation, pour l'aide au séjour irrégulier, et pour lequel le Conseil constitutionnel a dit « mais non, il ne faut pas le condamner parce qu'il obéit au principe de fraternité », parce qu'il ne demandait, c'était une action complètement bénévole et désintéressée, au nom du principe de fraternité, les décisions juridictionnelles n'ont pas de valeur et donc il devient libre. Il a même fait un film documentaire là-dessus. On a eu le même phénomène en Italie pendant la période de l'extrême droite au pouvoir. Le maire d'une petite commune, pas si petite que ça d'ailleurs, du sud de l'Italie, de Riace, s'est vu interdire le séjour sur sa propre commune parce qu'il avait donné du travail à des sans-papiers dans une coopérative municipale qu'il avait créée. Donc on va très très loin aujourd'hui dans ce genre de contradiction, si j'ose dire, et il y a beaucoup d'aidants, comme on dit, des gens qui sont solidaires, des gens qui sont à Calais ou autres, qui se sont retrouvés en garde à vue dans de très nombreux commissariats de police. Donc la société française est beaucoup plus ouverte, si j'ose dire, que ce que croient les politiques quand ils définissent leur politique migratoire par rapport au sondage et par rapport à ce qu'ils croient être les réactions de leurs futurs électeurs. Oui, non, ça me fait penser. Enfin, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça me fait penser au débat immigration justement qui a été impulsé par Emmanuel Macron dans la foulée de la crise dite des Gilets jaunes. Et c'est vrai que on a été un petit peu étonnés quand ce sujet-là a émergé de la crise des Gilets jaunes, quand le grand débat national a été annoncé et qu'il a dit, alors je crois que c'est Édouard Philippe qui a dû le dire précisément, mais que voilà, l'immigration ferait partie des grands sujets, des grands chapitres. Alors après, ils ont fait un peu marche en arrière, mais finalement, ils ont réintroduit le sujet qui a été voilà, un des chapitres évoqués dans ce grand débat, et finalement qui a peu émergé des débats qui ont été concrètement organisés. Mais ce qui n'a pas empêché le grand débat annuel de s'organiser à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est drôle parce que quand nous, journalistes, on a essayé de sonder un petit peu comment ce sujet avait été choisi finalement et comment il avait résisté, malgré le fait qu'il n'ait pas été si populaire dans les débats gilets jaunes, entre guillemets. Et il y avait cette conviction. Bon, il y avait aussi l'idée d'entamer le deuxième acte du quinquennat en allant... pour le dire vite, ratisser à droite plus largement. Et donc, mais il y avait aussi cette idée que le pouvoir a été pris en défaut par les Gilets jaunes et que sa déconnexion, on va dire, avec le peuple avait été un petit peu épinglée. Et en choisissant de faire de l'immigration, de mettre l'immigration au cœur du débat, et puis d'aller combattre le Front National sur ces sujets-là de prédilection, il y avait l'idée qu'on se reconnectait un peu par ce biais-là au peuple. Et je trouve que c'est intéressant de se dire que la classe politique ou la classe dirigeante a le sentiment qu'en faisant ça, elle se reconnecte au peuple. Je pense que ça en dit long aussi sur une certaine manière la déconnexion un petit peu de la classe politique, ou en tout cas, à tout le moins,
je trouve le manque de courage à appréhender les choses de manière un peu innovante et courageuse, parce que je dis pas que, et je pense pas que l'immigration soit pas un sujet d'importance, et je pense que même de manière générale, si on sonde un peu les gens, personne ne va dire que c'est un sujet accessoire totalement. Mais comment est-ce qu'on l'appréhende ? Et c'est vrai que le grand débat, en tout cas, enfin le débat à l'Assemblée nationale et au Parlement, n'a pas vraiment innové dans sa manière de l'appréhender. Et c'est pas récent. Ça fait 40 ans que ça dure. Absolument. Sur ce sujet du paradoxe libéral, je pense que c'est une dimension qui est effectivement intéressante parce que ça met vraiment en lumière toutes les contradictions qui interviennent dans les discussions autour de l'objet migration. Premier point que je voudrais rappeler, c'est que en fait, la contradiction du sujet migration, elle est plus forte lorsqu'on est dans des cycles économiques régressifs. C'est-à-dire que, en fait, le cycle, en gros, d'une approche non libérale de la mobilité humaine correspond à l'inverse des cycles de croissance économique. Donc si on remonte un peu le temps, les années 70, les années 1930, les années 1880, on va retrouver des moments où la question de la migration recroise ou est recadrée par l'objectif sécuritaire. Dans les années 1880, c'est le développement du bertillonnage, c'est-à-dire ces outils de contrôle et d'identification très précise des individus au-delà des bricolages qui existaient. Donc c'est un niveau presque industriel et scientifique pour reconnaître qui et du coup qui a le droit d'être là et qui n'a pas le droit d'être là. Dans les années 1930, c'est les contrôles qui sont opérés sur l'accès de certains étrangers à certains métiers. Bon, donc voilà, l'enjeu sécuritaire de la question migratoire sort du registre libéral dès lors qu'on est dans une situation de crise économique. Là, on est dans un énième développement de ça. Le paradoxe libéral, c'était quand même un des moteurs aussi de l'invention de la citoyenneté européenne. C'est-à-dire que lorsque les Européens, c'est-à-dire les gens qui étaient en charge de la négociation du processus d'intégration européenne, et notamment au moment où ils étaient en train de penser à Schengen, ont réalisé que donner la liberté de circulation aux marchandises et aux capitaux, c'était une bonne chose en construisant le marché unique, mais ça ne pouvait pas fonctionner si on n'associait pas à ces libertés-là la liberté de circulation des personnes. Du coup, ils se sont rendus compte qu'il y avait, si on donnait la liberté de circuler aux Européens sans leur donner des droits politiques, que la circulation allait déboucher sur moins de droits, sur moins de citoyenneté, qui n'était pas du tout l'intention. Du coup, c'est ce paradoxe libéral, au fond, qui a débouché sur la construction de la dimension politique de l'intégration européenne et de la définition des valeurs européennes dont on parle depuis le début comme le socle de définition de la communauté politique européenne. Et c'est précisément sur cet aspect-là aujourd'hui qu'on est dans une phase de régression, qu'on est dans une phase de retrait. Donc le paradoxe libéral joue de nous et nous met face à des contradictions plus ou moins fortes. Et là, on est vraiment dans la phase de régression assez inquiétante. À tel point que, ça ne vous aura pas échappé, que lorsqu'ils ont... la dernière commission européenne a été constituée sur la base des dernières élections européennes. Le portefeuille qui couvrait aussi la question de police et de migration a failli s'intituler « Protection de notre mode de vie européen ». Il n'y avait pas plus anti-européen que de définir le portefeuille de la mobilité et des migrations en termes de notre mode de vie européen, c'est-à-dire réinjecter une définition identitaire culturalisée du projet européen. Je finis pour dire que des fois, les policiers sont sympas. J'ai eu un débat récemment avec un responsable de Frontex, on a échangé nos cartes, et ce qui m'a frappé, c'est sur la carte de visite du dirigeant de Frontex, vous avez un slogan qui est « We help, we care, we respect ». Voilà. Donc c'est peut-être un petit peu d'espoir à avoir du côté de l'horizon Frontex.
C'est un horizon européen. Ceci explique aussi peut-être cela. Pour juste illustrer un petit peu cette difficulté des politiques à comprendre l'opinion publique et surtout l'opinion publique française par rapport aux migrations, je trouvais très intéressant de souligner le petit camembert que vous avez mis, page 63, où on y apprend, en tout cas moi j'y ai appris, que 56% des Français étaient favorables au droit de vote accordé aux étrangers. Alors, l'heure est à présent aux questions. On va peut-être prendre, par souci d'efficacité, 3 ou 4 questions dans la salle, et puis je laisserai les intervenants répondre. Bonsoir. Je vais faire passer le micro, mais d'abord, il y a une de mes camarades qui n'a pas pu venir, qui avait une question pour Madame Vitol de Weden, qui demande... En octobre dernier, au sein de l'ONU, le groupe de travail sur les disparitions forcées s'est réuni pour la 3e fois afin de traiter de cet enjeu dans le cadre des migrations. Il a rappelé une situation extrêmement préoccupante. Et pour revenir au cas mexicain, sachant que le pays est connu pour sa violence, ses politiques sécuritaires dans les années 2000 au regard des organisations armées et narcos, les disparitions sont l'objet de nombreux débats. Par ailleurs, les politiques de contrôle migratoire toujours plus répressifs obligent une personne migrante arrivant sur le territoire à faire face à de nouveaux dangers. Pouvez-vous m'en dire plus sur le lien entre migration et disparition forcée ? Alors, première question. Il y avait une question juste devant ici, madame. Oui, madame ici et une autre madame ici, à côté, sur la même rangée. Oui, ma question concerne monsieur Bertossi. Je n'ai pas bien compris. Vous disiez il faudrait organiser des politiques interrégionales, que les politiques actuelles de migration les interrompent. C'est-à-dire que comment le pauvre migrant qui se retrouve en mer Méditerranée, il avait envie de rester chez lui. Enfin, je ne comprends pas c'est-à-dire où on doit favoriser. Je n'ai pas compris. J'ai compris votre question. Mais c'est le principal. Est-ce que ça vous ennuie de faire passer le micro ? Regardez, vous aviez une dame juste sur la même rangée. On va faire comme ça. Oui, ma question concernait les migrants qui sont actuellement, qui croupissent, je crois qu'on peut employer le mot, dans les îles grecques, le long des côtes de la Turquie, et qui sont dans une situation absolument intenable. Actuellement, on leur demande, on leur donne un délai de 1 an et même 2 ans pour déposer leur demande d'asile. Comment est-ce que l'Europe peut tolérer une situation pareille ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Merci. Alors, j'ai 2 questions au fond. On va prendre 5 questions, ce qui permettra de finir comme ça sur toutes les questions. Bonsoir. Moi, j'ai une question qui rebondit sur celle-ci. C'était par rapport justement à la question grecque et par rapport à la définition des politiques européennes, où on dit toujours que, en fait, il n'y a pas que l'Union européenne n'a pas de politique, vraiment, ne définit pas une politique. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui sur les îles grecques, notamment à Lesbos et au camp de Moria, finalement, c'est quelque chose qui a été annoncé sans être dit au moment où il y a eu cette idée de création des hotspots. Je vous pose la question, à ce moment-là, est-ce que finalement, c'est pas une politique qui n'a jamais voulu dire son nom, mais quand même qui est consciente, c'est-à-dire qu'on a à ce moment-là, est-ce que vous pensez que l'Union européenne a à ce moment-là sciemment mis en place des camps aux portes de l'Europe, avec le résultat qu'on a aujourd'hui? Une autre question ici. Oui. Il a été le premier. Je l'ai vu, je le prendrai. Allez-y. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ces présentations. En fait, moi, j'avais une question concernant la géopolitique des migrations. Donc, on parle beaucoup dans cette géopolitique. J'ai entendu, les pays du Nord, l'Europe, etc. Il y a une crise. Mais qu'en est-il des pays du Sud ? Oui. Les pays du Sud, d'autant plus que, si on prend par exemple l'Afrique de l'Ouest, la plupart des routes transsahariennes qui étaient des routes commerciales, de développement du commerce, sont devenues des routes migratoires. Il y a également des pertes de leurs fils, qui ont perdu leurs fils, mais également la perte de vitesse de certains secteurs économiques. Par exemple, si on prend un exemple que je connais bien, sur la petite côte du Sénégal, par exemple, l'essentiel des pêcheurs sont partis.
Donc dans ces zones-là, on a une perte d'activité économique, etc. Donc ça, c'est juste, voilà, sans compter l'implication. Quelle est l'implication finalement aussi de la société civile? Donc justement la part du Sud, de ces gouvernants, de ces populations dans cette géopolitique. Merci. Oui, c'est vrai, merci de nous ramener au Sud. On a beaucoup parlé Europe. Et il y avait monsieur que j'avais repéré et à qui j'allais laisser poser la question. Merci. Allez-y, monsieur. Alors, moi, ma question est plus courte. Vous parlez de crise d'accueil. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il s'agit plutôt d'une crise de souveraineté? Dans le sens où M. Orban, on sait ce qu'il fait, mais d'un autre côté, les Hongrois ont voté pour lui. Donc, le problème, il ne réside pas ici. Et vous avez aussi parlé du traité de Lisbonne et des Pays-Bas. Et on sait que les Pays-Bas, ils avaient voté contre. Donc est-ce que ce n'est pas au final le fond du problème? C'est qui pilote et qui décide? Merci. Alors, nous avons 6 questions et 11 minutes maximum pour y répondre. Qui veut commencer? Qui veut se lancer? Alors, sur les disparitions forcées, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur le Mexique, notamment un très beau livre de Argan Aragon qui a travaillé sur les clandestins qui viennent d'Amérique centrale et qui essayent d'aller jusqu'aux États-Unis et qui montre que les passeurs sont doublés, si j'ose dire, dans leur action mafieuse par les cartels de la drogue. Et ces personnes qui traversent, souvent ils prennent le fameux train qui s'appelle la Bestia, qui longe la côte, en fait, qui interceptent les migrants et parfois les passeurs en leur demandant de l'argent, des sommes importantes de leurs correspondants futurs aux États-Unis. Et si les personnes ne fournissent pas l'argent, ils sont abattus. Donc effectivement, en toute impunité, c'est le Far West, si j'ose dire, au sens propre du terme, géographique également. Mais c'est dramatique ce qui se passe au Mexique. On parle beaucoup de la Libye, ce qui est tout à fait dramatique. Il y a eu un rapport du département des droits de l'homme des Nations Unies sur la Libye, l'enfer libyen. Mais on parle peut-être pas assez du Mexique où le quotidien est dramatique, l'insécurité totale et l'exploitation des migrants également tout à fait dramatique, avec beaucoup effectivement de disparitions forcées en la matière. Sur les migrants dans les îles grecques, alors la situation est complexe parce que il y a un accord, ce qu'on n'a pas eu le temps de dire, parce que ce serait un sujet très large, celui qu'on traite ce soir, c'est que les politiques européennes ont tendance à se débarrasser un peu du contrôle des frontières sur les pays non européens à leur porte. Donc, ce que certains appellent l'externalisation des frontières, avec toute une politique d'accords de réadmission, de financer les pays qui sont à leur porte pour qu'ils contrôlent leurs frontières. Et notamment, c'est le cas entre l'accord de l'Union européenne avec la Libye avec la Turquie de 2016. Alors, la Turquie est signataire de la Convention de Genève, mais n'a jamais décidé d'étendre cette convention sur les réfugiés aux non-européens. À partir de 1967, où la Convention de Genève, pour l'ensemble des pays signataires, ou presque, sauf 4, qui n'ont pas voulu le faire, qui avaient le droit de ne pas vouloir d'ailleurs, n'ont pas étendu le bénéfice de la Convention de Genève. Donc les gens qui se retrouvent venant de Syrie, par exemple, en Turquie, et qui veulent le statut de réfugiés européens, essayent d'aller en Grèce. Et dans l'accord de 2016, il avait été prévu que pour 72 000 personnes à l'époque, ceux qui avaient le profil de réfugiés que la Turquie ne peut pas, disons, satisfaire parce qu'elle ne peut pas leur donner un statut de réfugié, sont envoyés en Grèce et qu'à l'inverse, la Grèce renvoie des gens qui n'ont pas le profil du réfugié, d'où l'intérêt des hotspots, les centres de tri européens, faire le tri entre celui qui a le profil de réfugié et celui qui est un migrant économique. Donc, c'était l'idée qui avait été faite. Il n'y a pas eu vraiment de renvoi, enfin, à ma connaissance, de la Grèce à la Turquie. Ça aurait été un peu délicat du côté européen. En revanche, la Grèce, qui est quand même pas le pays le plus riche de l'Europe, il s'en faut, qui est très reconnaissante à l'Allemagne, parce qu'avant, elle était très remontée, si j'ose dire, entre guillemets, contre l'Allemagne qui parlait de la dette grecque. Maintenant, d'ailleurs, on n'entend plus parler de la dette grecque, puisque les Grecs ont accueilli pas mal de gens aussi. Et donc, la Grèce fait traîner les choses.
Et les gens attendent, effectivement. Il y a beaucoup d'articles de presse, notamment, mais aussi d'études de terrain qui ont été faites sur le camp de Moria à Lesbos, qui montrent que les gens peuvent attendre des mois, sans même savoir quand ils pourront déposer leur demande, et surtout quand ils auront une réponse sur le statut des réfugiés, parce que la plupart des gens ne veulent pas rester en Grèce et veulent essayer de partir ailleurs. Donc il y a tout un jeu qui se fait, essayer d'arriver sur le continent quand on est sur les îles grecques, partir voir sa famille, mais tout ça irrégulièrement, c'est assez compliqué, surtout si on a été fiché et qu'on a un numéro de demande d'asile en Grèce. Et puis la Grèce demande de l'argent pour pouvoir accueillir. Les chiffres sont considérables, hein, pour des toutes petites îles grecques, et leur enjeu, c'est comment préserver le tourisme et accueillir des nouveaux arrivants. Ça, c'est un sujet énorme pour des îles qui vivent à 6 mois de l'année du tourisme. Donc le sujet est tout à fait dramatique. Et la Grèce a le sentiment d'être très peu aidée par l'Europe, même si elle l'a un tout petit peu, pour améliorer la situation tout aussi dramatique des gens qui se retrouvent sur les îles grecques. Mais la lenteur est liée au manque de volonté grecque de traiter plus rapidement le sujet, parce que sinon ils doivent absorber sur leur territoire les réfugiés qui arrivent sur l'île. Donc ça, c'est un problème. Il y a tout un jeu un peu de faux semblants en la matière. Les hotspots, précisément, ça a été dit, c'est les centres de tri, donc je n'en parlerai pas plus que ça. En Italie et en Grèce, hein, il y a à peu près 7-8 centres qui ont été mis en place avec la crise de 2015. Certains existaient déjà auparavant. La question du Sud est essentielle. Vous avez eu raison de le traiter, parce que les pays du Sud qui étaient à fond pour la défense des droits des migrants, et notamment pour plusieurs textes internationaux en la matière, la Convention de 90 de l'ONU sur les droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles, maintenant qu'ils sont confrontés eux-mêmes à la question migratoire, ne reculent pas, mais disent, nous, on distingue les droits pour nos migrants, et puis ceux qui sont chez nous, on va voir si on va ou pas les régulariser, etc. C'est assez... dans des pays qui n'ont aucune politique migratoire. Il ne faut pas oublier que les 50 pays non signataires de la Convention de Genève sont des pays du Sud. Donc, peu de droits d'asile, mais les gens sont tolérés. Voilà. Peu de régularisation. Il y en a eu tout petit peu au Maroc, mais pas beaucoup, ça s'est arrêté assez rapidement. Aujourd'hui, un rejet de la part de la population sur place dans ces pays du Sud à l'idée de devenir des pays de transit ou eux-mêmes des pays d'immigration. Donc, un contexte difficile. Pour les réfugiés, il y a une tolérance à l'égard des réfugiés qui traversent la frontière, mais après, aucune solution concernant l'asile, comme c'est le cas dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne. Donc je crois qu'il faut vraiment se pencher sur la situation des migrations dans les pays du Sud, sans parler des déplacés environnementaux, parce que c'est eux qui sont les plus concernés par ces nouvelles formes de migration. Alors sur la crise de souveraineté, effectivement, il y a une crise de souveraineté à travers la gestion des migrations, parce que c'est un des derniers domaines pour lequel l'État est mise en défaut. C'est-à-dire que dans des tas de domaines, ça ne se discute même plus sur les échanges économiques, la circulation de l'information, la circulation des étudiants, qui circulent quand même beaucoup. L'Europe a fermé ses frontières à quasiment tout le monde, sauf aux étudiants. Il y a des tas de choses qui circulent aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais sauf les migrants économiques et un peu les réfugiés, mais dans l'ensemble, ça se fait parcimonieusement. Et la crise de souveraineté, elle est là, elle est liée à la prise de conscience que l'État, qui était l'acteur clé des relations internationales, n'est plus capable de gérer une situation géopolitique précisément. Ses frontières sont transgressées, son identité est transformée, le contenu de sa citoyenneté est également modifié, interpelle également le droit constitutionnel. On dissocie la citoyenneté de la nationalité si on s'intéresse au droit de vote local des étrangers. La question de la rencontre des cultures est posée, etc. Donc tous les symboles de l'État-nation sont transgressés par les migrations. Et cette crise de la souveraineté, elle est très fortement vécue par ceux qui sont les plus souverainistes, comme on peut l'imaginer. Peut-être juste sur compléter, peut-être sur, ou rebondir sur la question qui a été posée par rapport à Lesbos, aux îles grecques. Et je pense que c'est vrai que
pour le coup, actuellement, ça incarne la situation sur place, l'échec de l'Europe sur la question migratoire. Il est résumé vraiment sur ces îles, il est patent. C'est l'échec des processus de relocalisation qui allait de pair avec les hotspots, quoi. L'idée de dire, bon, on met les gens dans un endroit, on les y contraint, et en échange, on va pouvoir les redistribuer de façon un peu équitable, ou en tout cas réfléchie dans différents États. Or, on le sait, les États n'ont pas joué le jeu. Et puis, le mécanisme n'était pas suffisamment rodé, donc ça ne marchait pas bien. Et bon, et finalement, on l'a laissé en plan, ce mécanisme. Mais par contre, on a laissé ces hotspots. Et c'est vrai que quand on va sur place, moi, j'y étais en octobre. Il y avait déjà, je pense que depuis les chiffres ont explosé, je ne les ai pas en tête, mais il y avait 30 000 personnes sur place dans les hotspots des îles pour 5 400 places prévues. Donc les gens, ça déborde de partout en fait. Les gens sont autour des centres, sont dans des tentes, dans la boue, par terre, même le sol. Enfin, et je trouve que ce qui est frappant, c'est que quand on va par exemple c'est une réflexion en tout cas que je me suis faite. Quand on va à Calais, dans les campements, les petits campements qu'il y a dans la ville, les gens peuvent dire oui, mais ces gens-là s'entêtent à vouloir aller en Angleterre. Alors on leur propose des solutions d'hébergement dans des centres prévus à cet effet autour de Lille, par exemple, etc. Et ils refusent parce qu'en fait ils reviennent tout de suite ici parce qu'ils veulent absolument passer. Et alors, d'une certaine manière, c'est une façon de se déresponsabiliser ou en tout cas de se déculpabiliser un petit peu. Et par contre, alors, sur les îles grecques, c'est vraiment le système européen tel qu'il a été pensé, construit, réfléchi par l'Europe. Ces gens-là, on leur dit, vous restez dans ces îles-là le temps que votre demande d'asile soit étudiée. Pardon. Et donc vraiment, c'est quelque chose qui a été construit, quoi. Ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas aller sur le continent, ils sont obligés de rester là en attendant qu'on examine leur demande d'asile. Et moi, quand j'y étais, il y avait des gens qui arrivaient, et leur rendez-vous, c'était 2021, effectivement. Et en attendant, on leur donne une tente avec un peu de chance, et puis voilà, et puis ils font la queue pour manger, et puis parfois il n'y a pas assez de toute façon pour manger, donc les derniers ne sont pas servis. Enfin, c'est une situation qui est quand même effroyable, qui nous ramène. Moi, ça m'a fait penser aux images qu'on avait des camps de réfugiés espagnols, donc il y a quelques années finalement, et on se dit mais qu'est-ce qui a changé dans ce qu'on organise aujourd'hui, et ce qu'on offre à ces gens. Et donc c'est vraiment l'échec européen parce que on sait notamment, je pense aux mineurs qui sont sur place dans ces îles, il y en a un nombre important. Dans la Grèce, il y a un millier, je crois, de mineurs à peu près sur les îles. Si on additionne, avec le continent grec, on est à 4500, 5000 mineurs. Et je crois qu'un tiers, d'après les estimations de certaines ONG, ont des liens en Europe, dans un autre État d'Europe. Et donc pourrait revendiquer un regroupement familial d'une certaine manière. Mais les procédures sont tellement compliquées, longues, que ces gens-là, je ne sais pas comment le dire autrement que moi, végètent, attendent sur place en attendant que cette procédure éventuellement prospère. C'est l'échec de Dublin, encore une fois, on y revient. Parce qu'on ne veut pas changer cette règle, on reste accroché, ou en tout cas suffisamment d'États restent accrochés à cette règle, que c'est le premier État dans lequel on arrive qui doit traiter notre demande. Et on ne veut pas déroger à cette règle, et donc on crée ce goulot d'étranglement, enfin cette zone d'attente indéfinie et inhumaine. Et quelque part, ça pose la question aussi, je rebondis sur la question peut-être des souverainetés, c'est on ne peut pas avoir un espace de libre circulation sans avoir une politique commune d'asile et d'immigration, ou alors on n'a pas trouvé la recette qui fonctionne en tout cas. Christophe, le mot de la fin. Peut-être pour faire le lien sur la question de la crise de la souveraineté, la question de qui pilote, peut-être une nuance avec Catherine. Je ne suis pas sûr que ça soit précisément parce que c'est le dernier élément de pouvoir régalien qui est transgressé aujourd'hui, qu'on a une crise de souveraineté très forte avec une réaction dans les opinions publiques. Je pense que la nuance est très légère, mais je pense que les gouvernements parlent de migration parce qu'ils ne peuvent rien faire d'autre. C'est-à-dire que les discours publics sur l'identité nationale,
sur la souveraineté de l'État-nation à préserver et sur l'immigration comme un problème, c'est le discours de gouvernants qui n'ont plus de pouvoir et qui ne peuvent plus faire la différence sur les grands sujets que sont le chômage, l'emploi, la croissance économique, etc. Et je crois que ce n'est pas un hasard si, après le grand débat qui était une réponse aux Gilets jaunes qui avaient pour essentiel de revendication vraiment un aspect de classe et de promotion d'ascension sociale via la question du travail, du salaire, etc. Ce n'est pas un hasard qu'on leur ait répondu à une question qu'ils n'avaient pas posée, c'est-à-dire la question migratoire. Donc je pense que vraiment, la crise de souveraineté, elle est encore plus profonde que vous le suggérez dans votre question, c'est-à-dire que le souverainisme est un discours déjà dépassé, et c'est le discours de ceux qui le savent et qui ne peuvent rien faire d'autre que de l'entretenir vis-à-vis d'opinions publiques qu'ils perdraient autrement. Et donc il y a une espèce de cynisme, sans doute, derrière la surenchère identitaire et souverainiste de gens qui, de fait, savent qu'ils n'ont pas le pouvoir et du coup peuvent développer derrière cela un discours de contestation lié à la diabolisation de Bruxelles, la diabolisation du marché, la diabolisation de Soros, etc. Donc je crois que, et c'est pas un hasard si Marine Le Pen, par exemple, va pouvoir faire le lien immédiat entre des politiques d'accueil des migrants, et y compris pour répondre aux besoins du marché du travail, mais plus que ça, elle va faire le lien avec simplement la volonté cynique de chefs d'entreprise d'assouvir leurs élans néolibéraux. C'est beaucoup plus compliqué. Et voilà, je pense que c'est très inquiétant sous cet angle-là. Sur le Niger, et ce que vous n'aviez pas compris, mais que j'ai très bien compris que vous n'aviez pas compris, ce que je veux dire, c'est qu'on vit, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas avoir un espace de circulation commun si on n'a pas une politique commune des frontières et une politique d'asile commune. Pour faire ça, on a plusieurs choix, selon l'appréhension, selon la compréhension qu'on a de c'est quoi la protection des frontières aujourd'hui. Or, depuis une vingtaine d'années, la solution à cette question de quelle politique des frontières a été par l'externalisation des frontières de plus en plus loin vers le sud. Cette externalisation se justifie par l'idée que, au fond, toute l'Afrique est un continent de migration dont la vocation est de venir s'échouer sur les côtes européennes. Je crois que ce que l'ouvrage de Catherine montre à travers cette emphase, cet accent mis sur la question de la régionalisation, c'est que ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Et je vous l'ai dit, on a 70% des mobilités subsahariennes, ça revient à la question du Sud, qui resteront sur le continent africain. Or, pour protéger notre libre circulation, nous en Europe, on a des politiques qui vont de plus en plus loin sur le continent africain et qui, parce qu'on a peur que les Africains viennent tous chez nous, viennent perturber la mobilité de gens qui n'avaient aucunement l'intention de venir en Europe et qui étaient simplement dans une circulation entre le Niger, le Mali, etc. Et c'est ça qui crée des courts-circuits. Le Niger a récemment pris des mesures à la demande des pays européens pour criminaliser le passage. Qu'est-ce qui s'est passé dans la région nord-Niger qui était concernée ? On avait, avant cette nouvelle législation, des gens qui passaient, effectivement, et qui bougeaient, avec une économie du passage qui permettait à des gens qui avaient des petits camions ou qui avaient des petits hôtels et des petits restaurants de faire vivre une économie régionale, locale. Ce n'étaient pas des trafiquants, c'était des petits entrepreneurs locaux. Le fait d'interdire ce type d'activité a eu quel résultat ? D'abord, le résultat que les gens qui passaient par là ont été mis dans la main de passeurs professionnels mafieux, ont été mis sur des routes beaucoup plus dangereuses, passant par des voies très arides, etc. Et les passeurs de mafia qui les ont pris en charge ne les ont plus conservés sur ces mobilités régionales entre le nord Niger, le Mali, etc. Ils les ont envoyés directement en Libye, dans les conditions qu'on peut imaginer. Donc, pour protéger notre circulation européenne, on perturbe dans d'autres régions des migrations régionales. Et je pense que là, il faut quand même qu'on réfléchisse à changer le logiciel. C'est ça que j'essayais de dire.
Merci à nos 3 intervenants, sujet passionnant. Merci à vous tous aussi d'avoir participé activement à ce débat. Et bonne soirée à tous. Bon retour chez vous, j'espère sans encombre.